Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier atelier du campus Amérique du Nord pour la 7e édition de BIG. Donc merci à toutes les personnes qui nous suivent en ligne également. Les vidéos des différents ateliers de la journée seront évidemment disponibles en replay sur le site de Big 7 ainsi que sur YouTube. On attend que l'intervention de Bruno Le Maire se termine. Donc pour terminer cette journée en beauté, on part cette fois-ci donc en Floride pour aborder un sujet particulièrement d'actualité pour la zone Amérique du Nord et pour les entreprises françaises. Donc la Floride comme hub logistique des Amériques. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir donc Christelle Maff qui est avec nous aujourd'hui, qui est la directrice France d'Enterprise Florida. Donc Rachel Reynaud qui est la directrice exécutive de la Chambre de commerce de Miami, mais également 3 entrepreneurs, 3 représentants d'entreprises. Donc Laurent Cohen qui est le CEO de Corania, une entreprise de parfum familiale qui existe depuis 90 ans. Armand Sénocac qui est managing director de l'entreprise LAM Global Transport. Et Boris Brault qui est fondateur et CEO du groupe Lexon & Beau Group, et qui sont donc la particularité de ces 3 entreprises, c'est qu'elles sont implantées à Miami mais pas que, et donc ces entrepreneurs vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi Miami en particulier. Et donc avant ça, Christelle va nous faire une petite introduction des atouts de la région de Miami. Donc c'est un atelier digital, donc on a préenregistré des vidéos, mais à la fin, si vous avez des questions, évidemment Christelle sera disponible pour y répondre. Voilà. Maffre, directrice en France de la délégation d'Enterprise Florida. Nous sommes une agence de développement économique, nous dépendons du gouverneur de Floride et nous avons pour mission d'assister les entreprises étrangères à pénétrer le marché américain et l'implantation en Floride pour la destination et créer des emplois locaux. Je vais vous présenter brièvement quelques informations sur l'État de Floride. Donc, en quelques chiffres, l'État de Floride, c'est le troisième État en termes de population, avec plus de 21,3 millions d'habitants. 131 millions de touristes, c'était en 2019 avant le Covid. Donc, en 2021, les données montrent que ça va remonter dès que les frontières seront réouvertes. Nous sommes actuellement la 4e économie américaine et la 17e économie mondiale. En termes de taxes, je voulais aussi montrer effectivement que pour une entreprise qui pouvait s'implanter en Floride, on fait partie des 4 premiers États en termes de climat fiscal pour les entreprises. Donc juste après le Wyoming, le South Dakota et l'Arkansas. Donc la Floride se situe 4e en termes de fiscalité des entreprises. Avec évidemment aussi en soulignant que l'État ne prend aucun impôt sur le revenu. Il y a le gouvernement fédéral et les impôts potentiellement des comtés qui peuvent être pris en charge, mais pas d'impôts étatiques. Elle représente effectivement une économie très diversifiée, la Floride. On pense souvent à la Floride avec le soleil, les retraités ou South Beach et les plages. Aujourd'hui, l'économie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des secteurs tech, donc qui vont toucher de la science de la vie à l'aviation, aérospace, de l'information en technologie, IT. On a eu le label French Tech en 2020 pour la ville de Miami. Tout ce qui est manufacturing, tout ce qui est defense, homeland security, tout ce qui est lié au climate change, donc avec la clean tech, tout ce qui est effectivement services professionnels et financiers. Sans oublier effectivement le secteur logistique et distribution dont je vais approfondir un petit peu les informations. La Floride, pour moi, c'est le hub des Amériques. Effectivement, par rapport à sa localisation, on peut voir qu'elle est axée entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, ce qui permet effectivement d'avoir une plateforme logistique assez intéressante pour couvrir les 2 Amériques. Aujourd'hui, la Floride, c'est 20 aéroports commerciaux, 3 spaceports, donc 2 à Cap Canaveral et 1 à Jacksonville, 15 ports en eau profonde, plus de 2700 km de voies ferrées,
et plus de 135 000 km de route. Donc il faut savoir effectivement, comme vous voyez sur la carte à droite, vous avez la I-10 qui va effectivement de la Floride jusqu'à Los Angeles, et vous avez effectivement la 75 qui monte vers le nord aussi. Et vous avez toutes ces, ce transport et toute cette infrastructure à disposition effectivement de vos exportations et de vos importations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 130 milliards de marchandises qui transitent par la Floride. Donc, d'une part par sa localisation, comme je vous ai expliqué, et d'autre part, il faut savoir aussi que l'Enterprise Florida, en plus d'assister les entreprises françaises qui s'implantent, assiste aussi les entreprises floridiennes à exporter. Aujourd'hui, la Floride abrite 20% des exportateurs américains. Et effectivement, on peut accéder au marché domestique américain, 60% du marché domestique américain peut être accessible en 24 heures. Et la Floride représente 60% des échanges avec les Amériques. Un petit peu plus sur le secteur logistique, donc je vais vous montrer effectivement le secteur en tant que secteur propre. Donc aujourd'hui, il représente 750 000 employés dans le secteur du transport et de la logistique. 71 000 sociétés sont implantées en Floride et s'occupent donc de l'activité distribution, transport et logistique. Nous sommes classés numéro 2 en termes de réseau de zones franches aux États-Unis. Nous sommes le 3e plus grand cluster de transport et logistique aux États-Unis. Nous avons toutes les exportations américaines effectivement qui sont en augmentation de 3%, et nous sommes le numéro 1 en fret aérien avec les pays d'Amérique latine. Une petite spécificité que nous avons depuis 2015. Depuis 2015, il faut savoir que l'aéroport de Miami a été labellisé donc le 2e hub pharma au monde, et donc effectivement depuis 2015, après Bruxelles, nous sommes donc le 2e hub pharma aux États-Unis. Ça s'arrêtera pour moi là. Je laisserai plutôt les entreprises parler effectivement de leurs implantations et de leur infrastructure logistique, qui sera plus parlant pour vous. Je laisse ma parole. Bonjour à tous et merci à BPI pour l'invitation. Alors effectivement, Christelle nous a bien présenté notre écosystème local, l'État de Floride, ainsi que ce focus sur la Floride en tant que hub logistique des Amériques. Alors aujourd'hui, je souhaitais présenter la Chambre de commerce. Alors moi, je suis Rachel Reynaud, je représente la Chambre de commerce franco-américaine de Floride, ainsi que la French Tech Miami. Alors sachez que nous vous accompagnons gratuitement, entrepreneurs, durant votre implantation en Floride de A à Z, et nous mettons tout en œuvre pour que votre implantation soit un succès. Alors comment on s'y prend pour que vous puissiez être vraiment accompagnés lors de cette aventure internationale? Eh bien, nous mettons à disposition tous les experts qui vous permettront de vous implanter dans les meilleures conditions possibles, passant par les experts comptables, les avocats, les banques, les logisticiens. Plus de 60 experts à votre disposition afin de vous accompagner dans cette relocalisation. Alors sachez que nous avons également un outil fabuleux, Miami Live, un salon virtuel, un outil à l'implantation, 3 jours de conférences, plus de 1000 entrepreneurs, investisseurs à votre disposition. Vous allez pouvoir networker et aller rencontrer plus de 50 stands virtuels. 3 jours dédiés à la tech, le jour 1, mais aussi à toutes les industries locales, comme nous l'a présenté Christelle précédemment, et également un chapitre pour vous aider à vous implanter, comment développer et implanter votre entreprise en Floride. Alors sachez que nous travaillons bien main dans la main avec Enterprise Florida, nous sommes vraiment complémentaires et nous sommes là pour vous aider gratuitement dans vos premières démarches. Sachez que cet événement est en partenariat avec Big, en partenariat avec Enterprise Florida, mais aussi est labellisé Chaque Relance Export et puis est co-organisé avec la French Tech. Donc rejoignez-nous et toutes les informations sont sur le site web faccmiami.com, faccmiami.com. Merci beaucoup pour cette opportunité.
Merci beaucoup Rachel. Après donc la présentation de nos partenaires institutionnels, donc de la Chambre de commerce de Miami et d'Entreprise Florida, je pense qu'on peut à présent donner la parole donc aux entreprises qui ont accepté de participer avec nous à cet atelier aujourd'hui, et notamment donc l'Exxon Beau Group et Boris, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir le plaisir de vous présenter notre groupe Beau. En quelques slides et des informations autour de nos diverses activités. Le groupe Beau, aujourd'hui, c'est un groupe qui a quelques années et qui s'est spécialisé dans les produits électroniques design. On a plusieurs marques. Tout a commencé en 2013 avec notre première société autour des montres connectées, qui ont été vendus avec succès à plus de 3 millions d'exemplaires. Et notre groupe s'est développé ensuite avec plusieurs investisseurs pendant plusieurs phases où on a levé des fonds pour accompagner la croissance du groupe, et notamment autour de 3 acquisitions. La première qui nous a permis de prendre notre indépendance au niveau de la R&D et de la fabrication de nos produits à Shenzhen en Chine, puis une très belle société française qui vient de fêter ses 30 ans, qui est la marque Lexon. Et dernièrement, une société américaine qui vient de rejoindre le groupe pendant l'été 2021, qui est une marketplace qui s'appelle Musart et qui vend également des objets design et des objets d'art. On définit le groupe Beau comme une plateforme à 360 degrés où justement du dessin de notre produit, on a la capacité de développer l'infrastructure logicielle et cloud, mais également les produits grâce à nos ingénieurs électroniques et mécaniques. Puis on s'occupe de la distribution et notamment aux États-Unis. Tout ça accompagné par des collaborateurs, aussi bien sur la partie design qui nous ont permis d'intégrer plus de 200 awards au niveau international. Donc on travaille avec les plus grands designers à travers la planète, Mathieu Lehanner, Manuela et Andrea qui sont nos designers italiens. Nous avons Pauline Deltour, nous avons également des designers français comme Marc Berthier qui nous ont accompagnés toutes ces années. Et ça nous permet d'avoir un portefeuille aujourd'hui unique de marques au groupe Beau autour des objets connectés, autour des objets design, également autour des objets d'art et autour des objets de luxe avec nos 4 marques. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on a ouvert la filiale il y a à peine 5 ans, fin 2016. Le but de Beau USA et de notre filiale était justement d'aller à l'encontre des retailers et de proposer le catalogue de tous nos produits avec des nouveaux outils digitaux et se servir ici de toutes les infrastructures qu'on a pu avoir en Floride, accompagné également par la fac et tout le portefeuille de métiers et de contacts qu'ils ont pu nous ouvrir. On a pu digitaliser ce métier de la distribution de nos produits de la Chine jusqu'à nos hubs logistiques et justement gagner en verticalité sur à la fois le temps de réponse pour livrer nos clients, mais également avec des outils qui nous permettent de suivre et donc d'automatiser de nombreux process et de rentrer aujourd'hui sur les plus grandes plateformes des retailers comme Target, Best Buy, Nordstrom, en dropshipping. C'est-à-dire qu'à partir de nos hubs logistiques, on est capable de livrer le client final sans que ça passe par les entrepôts de nos clients et tout ça de manière digitale. Voilà le groupe Beau en quelques mots. On fait 2 millions de produits par an. 20% aujourd'hui du revenu en quelques années est fait sur les États-Unis. Et la Floride est vraiment un hub extrêmement intéressant pour les entrepreneurs français notamment pour venir s'installer ici. Voilà, j'espère que j'aurai le plaisir de répondre à toutes les questions pendant ces échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je m'appelle Laurent Cohen. Je dirige une société qui s'appelle Corania, une société qui a été créée en 1934 et dont le métier est la création de parfums. Ce métier, c'est un métier familial. C'est d'abord une passion familiale
puisque la parfumerie, vous l'imaginez, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'était le métier de mon père, c'était le métier de mon grand-père. Et cette passion, on la partage depuis près de 90 ans. On a un savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la création de parfums, que ce soit, alors donc notre métier c'est de créer des marques, développer nos propres produits, des produits qui sont distribués par de nombreuses chaînes en Europe et à l'international. Non, on va revenir à la salle d'avant, merci. Donc l'idée c'est de répondre aux exigences de consommateurs de parfums, toujours dont les attentes évoluent chaque année. Et donc, on crée des marques qui ont pour ambition de mettre en avant notre savoir-faire, de développer des gammes de produits qui utilisent en grande partie le savoir-faire déjà qu'on a en France, l'ensemble des matières premières et des expertises qui sont à notre disposition sur le territoire français. Et donc, ces créations sont vendues un peu partout à travers le monde. On s'occupe également de la fabrication du parfum, de son conditionnement, de tout ce qui est la gestion logistique et évidemment de la distribution. Aujourd'hui, la moitié de notre activité est faite sur le marché français, mais nos produits sont vendus dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde. En ce qui concerne les États-Unis, c'est une histoire qui est assez récente quand on regarde l'histoire de l'entreprise, puisque les premières démarches ont démarré en 2017. En 2017, on a eu à ce moment-là des marques qui ont eu pas mal de succès en Europe. Une marque notamment qui s'appelle Solinote, que vous voyez juste derrière moi, qui a été assez successful sur les marchés européens et particulièrement en France. Et on a pris l'initiative d'aller la présenter à un certain nombre de distributeurs américains. Et tout s'est enchaîné très vite, puisque Target a été séduit par notre offre, par notre marque et par sa manière assez unique de présenter et d'investir ce domaine-là de la parfumerie. Et donc, ça a été une course contre la montre pour développer toute notre activité et développer notre présence sur le marché américain. Donc en 2018, on crée pour la première fois une filiale, puisque Corania vend dans 40 pays, mais n'a pas de filiale à l'étranger, passe très souvent par des importateurs-distributeurs. Et là, pour la première fois, on a eu cette exigence qui a été celle de Target au départ, de travailler avec une entreprise américaine, mais travailler directement avec le groupe. Finalement, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de créer une filiale aux États-Unis, ce qu'on a fait assez rapidement. Au-delà de Target, aujourd'hui, on travaille avec de nombreuses enseignes américaines, avec une enseigne qui s'appelle JCPenney, on travaille avec CVS Pharmacy, et aujourd'hui, l'activité sur le marché américain représente 20% de notre chiffre d'affaires. Et je reviendrai, si vous voulez, un petit peu plus tard, sur les raisons qui nous ont amenés à créer cette filiale en Floride. Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Et pour terminer ce tour de table, je vais passer la parole à Armand du groupe LAM World Group, représentant aux États-Unis du groupe. C'est bon. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Armand Senocac en charge du groupe LAM USA International Transport ici aux États-Unis. Donc très brièvement, une présentation du groupe. Donc LAM USA International Transport, c'est la filiale du groupe LAM Global qui est installée donc aux États-Unis depuis 2014. Donc très brièvement, LAM Global, c'est un groupe global et familial qui a été fondé en 1944 à Iskenderun en Turquie. Et qui offre des solutions très variées de transport et de logistique, aussi bien de transport maritime, aérien, entreposage, route, et tout cela s'est étendu également à des services douanes, assurances, projets cargo, et tout ça sur le monde entier. Donc aujourd'hui, le groupe LAM est installé dans plus de 10 pays, parmi lesquels donc la Turquie, la France, la Géorgie, les États-Unis, l'Égypte et autres. Et donc en 2014, nous avons décidé de créer notre première agence aux États-Unis, donc à Miami en Floride. Sur le territoire américain, le groupe opère comme un NVOCC, donc un Non-Vessel Operator, ce qu'on appellerait plutôt un commissionnaire en transport, de manière très classique. Donc on offre des solutions de transport maritime en conteneurs complets ou conteneurs partagés, aériens, routes, entreposage, encore une fois des services de douane,
avec des agences qui sont basées donc sur Miami et sur New York et qui nous permettent de desservir l'ensemble du territoire américain, aussi bien la côte est que la côte ouest, de manière globale, je dirais. Et donc très brièvement, voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je pense justement ce qui est intéressant, c'est que l'âme transport peut répondre à des problématiques que rencontrent ou qu'ont rencontré Lexon Group ou Corania, justement, de distribution et de transport des marchandises et des produits. Et justement, pour rentrer plus en détail dans ces problématiques que tout entrepreneur français peut rencontrer au moment de son projet et son implantation aux États-Unis, j'ai quelques petites questions à vous poser plus précises. Peut-être d'abord à vous, Boris et Laurent, et vous pourrez répondre chacun votre tour, soyons organisés. Comment est-ce que vous êtes développé aux États-Unis et comment vous avez structuré votre distribution? Donc c'est une question assez large, mais... Laurent, je vous laisse la parole. J'ai commencé par la présentation de l'entreprise, alors je vais pas prendre la parole. Mais quelle courtoisie, bravo Boris. Je vous remercie, cher Boris. Alors donc nous, on a commencé, comme je l'ai expliqué, des démarches aux États-Unis en 2017 et très rapidement, on a eu un intérêt très fort des chaînes américaines. Et là, elles nous ont, comme je le répète, elles nous ont imposé quelque part à avoir un interlocuteur américain, mais un interlocuteur direct. Elles nous ont quelque part imposé de créer une filiale et l'une des choses qui est assez intéressante, c'est de retenir cette leçon peut-être de la nécessité d'avoir une entité économique sur le territoire américain pour travailler avec des Américains. Il y a beaucoup de sujets en jeu. Il y a le sujet d'avoir pour eux un interlocuteur au cas où il y a un problème qui soit sur leur territoire. Il y a des soucis d'assurance qui existent aussi, notamment pour les produits de consommation, qui sont un véritable enjeu et qui sont très importants pour eux aussi. Donc il y a plein de raisons qui nécessitent d'avoir une entreprise sur le territoire américain. Comment est-ce qu'on en est venu à s'implanter en Floride ? Déjà, nous, on est de Marseille, donc on va dire que c'est le soleil qui nous a attirés, mais pas que. Nous, on est basé, donc le siège de l'entreprise est à Marseille, mais pas que. C'est vrai qu'on voulait être sur la côte est pour plus de facilité pour communiquer avec nos interlocuteurs, mais on voulait aussi un État accueillant en termes de taxes, on l'a vu, mais pas seulement, ça ne suffit pas. Il faut des gens qui ont l'habitude de travailler avec des étrangers. Et c'est vrai que la Floride a cette diversité. Quand on va voir un avocat, un expert comptable, un banquier, il a l'habitude de voir des étrangers tout au long de l'année qui viennent le solliciter. Donc ça a été assez facile et assez évident pour nous de venir s'implanter en Floride. D'une part, logistiquement, c'est beaucoup plus proche et beaucoup plus simple, le décalage horaire est moins important. Et enfin, bien évidemment, ce côté diversité de l'État qui ressemble quelque part un peu à Marseille, qui nous a séduits, mais qui surtout a beaucoup facilité notre implantation sur le territoire américain. Ok, merci beaucoup. Et Boris ? Oui, alors nous, le groupe également, comme Laurent l'explique, on a dû s'implanter ici aux États-Unis pour répondre aux exigences des clients américains et notamment des retailers américains pour tout ce qui était justement de couvrir au niveau des assurances nos produits. Donc on a regardé quelles étaient les différentes régions aux États-Unis où on pouvait s'implanter. Le hasard a fait que, au moment d'un salon d'électronique grand public qui avait lieu à Barcelone autour des télécommunications, on a rencontré un client péruvien qui avait son stock ici à Miami et qui nous a passé notre première commande sur le LATAM avec 30 000 pièces. Et donc, du coup, le hasard faisant bien les choses, on est venu voir un petit peu explorer Miami. On a trouvé une zone où justement on était accueillis facilement, où c'était assez
facile de structurer une filiale pour nous et avec un premier contrat d'installer ici nos bureaux et d'organiser la société. C'est vrai que Miami, c'est un hub pour nous à la fois sur nos activités en LATAM, comme on a pu commencer, mais également une passerelle pour les États-Unis et à l'instar de Laurent, à ouvrir tous ces retailers et à pouvoir les servir de par notre filiale américaine. Donc on a structuré ça avec des équipes, on est une petite dizaine ici, c'est à peine, c'est une toute petite équipe restreinte, mais qui gère à la fois la partie commerciale et surtout le back-office logistique et facturation. Et donc du coup on est ravis aujourd'hui de développer depuis 2017 une société qui a une croissance à 2, même l'année dernière et malgré la pandémie à 3 chiffres, parce que justement on a su répondre aux exigences des clients, s'adapter à ce qu'ils attendaient. Comme j'ai pu l'expliquer dans ma présentation, avec une contrainte que le retail a quand même beaucoup souffert et beaucoup de magasins ont été fermés sur l'année 2020 à cause de la pandémie, et beaucoup d'entre eux se sont adaptés à ces systèmes de dropshipping. On a eu l'occasion de mettre l'intégralité de nos catalogues produits et pas uniquement une sélection de produits sur leur plateforme internet, et justement de démultiplier nos ventes grâce à cette exposition un peu plus importante. Et tout ça a été fait avec les équipes ici en Floride qui ont mis en œuvre justement et répondu à tous nos clients américains pour développer et synchroniser nos catalogues produits et la disponibilité de nos stocks ici aux États-Unis avec toutes ces plateformes de retailers. D'accord, merci beaucoup. Donc oui, là on a exploré plutôt la partie structuration de votre activité, d'une activité à Miami en Floride, et puis création d'une filiale. J'aurais encore une ou deux questions, mais peut-être plus spécifiquement logistique. Donc cette fois-ci, je me tourne vers Armand. Donc, est-ce que l'âme globale, l'âme transport interagit et est sollicité régulièrement par des clients français donc ça, c'est une première question. Et puis une question peut-être plus actuelle dans un second temps sur évidemment l'impact de la pandémie en fait sur les réseaux de distribution et les réseaux logistiques, et en termes de coûts, de délais, de distribution de marchandises aux États-Unis. Voilà, c'est plusieurs questions d'un coup, mais voilà. En ce qui concerne les clients français, oui, on est sollicité en permanence, mais il faut bien différencier deux choses. Il y a les clients français et les clients qui travaillent avec la France. Ça reste quand même deux choses différentes, puisqu'on a des clients américains ou d'autres nationalités qui nous sollicitent parce qu'ils travaillent avec la France, c'est bien à l'import qu'à l'export, et des clients français également qui nous sollicitent parce qu'ils travaillent avec la France ou d'autres pays. Et le fait d'avoir le français et une culture commune et des bureaux en France font qu'on est énormément sollicité par des clients qui ont un background avec la France. Donc à ce niveau-là, oui, ça nous arrive très souvent, et on travaille en permanence aussi sur le trade français et européen. Donc c'est la première chose à ce niveau-là. En ce qui concerne l'impact de la pandémie, je dirais là aussi qu'on a deux challenges différents. D'abord, il y a vraiment le challenge logistique avec de moins en moins de conteneurs qui ont été disponibles, de moins en moins de bateaux disponibles en ce qui concerne le maritime. La même chose pour l'aérien, avec énormément de difficultés pour faire du shipping d'Europe, d'Asie. Bon, je dirais que pour les États-Unis, ça a marché. On a eu un effet domino qui a débuté avec la Chine et puis qui a impacté le reste du monde. Donc ensuite avec l'Inde, où la situation est encore relativement compliquée, et puis l'Europe, le trade méditerranéen, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier challenge que la pandémie a créé, je dirais, au niveau logistique en lui-même. Puis ensuite, il y a un autre problème qui se crée pour les importateurs et les exportateurs. Je pense que Boris et Laurent pourront en parler peut-être encore mieux que moi. C'est l'impact économique en lui-même. C'est-à-dire qu'on a vu une
hausse, surtout sur les USA, je dirais relativement démente du niveau de fret maritime et aérien sur les 18 derniers mois, qui a été pour l'ensemble de nos clients un vrai challenge également, puisque on voit de plus en plus qu'il y a une obligation de réajuster les prix. Et puis qu'il y a un impact sur l'économie américaine. Donc au niveau de la logistique, les 18 derniers mois, je dirais, ont été du jamais vu, mais ça a été des challenges très intéressants auxquels on a su répondre et auxquels on continue de répondre pour aider nos clients en Floride et surtout les États-Unis. Ouais. Ok, et du coup je me permets de rebondir. Est-ce que selon vous, sur les prochains mois, les perspectives s'avèrent plus positives, ou est-ce qu'on est toujours sur cette tendance à la hausse, comme vous expliquez, une hausse très forte en fait des prix? Alors, écoutez, au début de la pandémie, on avait vraiment cette chose de se dire que d'ici peu ça ira mieux. Et puis finalement, 1 an et demi plus tard, on peut dire qu'on n'avait pas encore vu. C'était que la partie cachée de l'iceberg. Ça a été encore bien plus compliqué de dire que ça ira mieux d'ici quelques mois, surtout parce que il y a la période de Noël qui arrive, puis ensuite le Nouvel An chinois, donc qui risque d'être encore des challenges très très importants. C'est toujours une période de l'année hors Covid également qui est vraiment spécifique. Sur l'aspect le impact logistique de la pandémie, je voulais savoir un peu comment vous aviez vécu les choses, Boris et Laurent, et comment vous aviez géré effectivement les challenges qu'a présenté Armand en termes à la fois de coûts et de délais. Vas-y Boris, je t'en prie. Merci Laurent, merci beaucoup. On a dû s'adapter, malheureusement, avec les contraintes qu'on a découvertes au fur et à mesure et sans anticipation. On a dû réagir, essayer d'absorber une montée des coûts sur le transport qui n'a pas été forcément quelque chose d'évident au départ à répercuter sur les clients et surtout sur les prix, en tout cas nous, de nos produits assez compétitifs dans l'électronique grand public, où le prix retail est extrêmement joué sur les ventes. Donc on a pu absorber cela dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et malgré l'absorption des coûts, on a vu que les délais étaient de plus en plus longs, qu'il n'y avait pas qu'un problème au chargement de nos produits sortis de Shenzhen et de nos usines, mais également de déchargement sur les différents ports avec des délais. Donc on a dû monter des solutions alternatives, notamment avec un hub qu'on a ouvert dans le Nevada, ici piloté depuis la Floride, avec des transports maritimes qui étaient déchargés au niveau de Los Angeles et qui remontaient sur le Nevada pour essayer de gagner encore une fois en rapidité et pouvoir ensuite dispatcher les différents continents et les différents warehouses de nos clients. Donc ça a été quelque chose encore une fois sur lequel on n'avait pas de préparation. On a dû apprendre au fil du temps, garder la relation commerciale avec nos clients et absorber ces coûts qui ont été, comme vous le savez, pour beaucoup d'industries importants et sur lesquels on n'avait pas le choix, malheureusement, pour continuer à résister et à essayer de continuer à facturer et faire du chiffre pour nos différentes filiales et notamment notre filiale américaine. Donc voilà, on espère que sur 2022, ça va s'améliorer. En tout cas, la fin de l'année 2021 va quand même rester un challenge en termes de disponibilité. On avance, je ne vais pas dire un petit peu à l'aveugle, mais quand même, on a beau anticiper, on a beau savoir ce qu'on fabrique tous les jours et les délais de livraison qu'on aura dans les prochaines semaines des disponibilités de produits qui sortent de nos usines. C'est une question un peu toujours inquiétante pour ces 3 derniers mois de 2021. C'est est-ce qu'on va arriver à tout dispatcher, à tout livrer. L'aérien est devenu, en tout cas pour notre part, où on avait l'habitude
d'avoir à peu près un tiers, 2 tiers entre l'aérien et le maritime, quelque chose de totalement inabordable. Et clairement, aujourd'hui, on dépense en maritime ce qu'on dépensait avant en aérien, et c'est la réalité aujourd'hui de beaucoup d'acteurs qui sont dans notre industrie. Voilà. Oui, j'imagine. Est-ce que Laurent voulait ajouter quelque chose? Alors, j'ai plein de choses à ajouter. La première chose, je suis aligné sur tout ce que dit Boris, bien évidemment. La première chose que je voulais souligner, c'est que ce marché américain, c'est quand même déjà un marché résilient. C'est le marché, nous, sur lequel on a eu le moins de différences d'activité dans le monde pendant la période du Covid. On a beaucoup souffert en Asie, on a énormément souffert en Amérique latine. Ça a été très compliqué en Europe. Le marché américain, c'est pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, l'un des marchés qui s'est le mieux maintenu pendant cette période de crise sanitaire. Ce qu'on vit aujourd'hui en logistique, c'est un calvaire. C'est un calvaire, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de disponibilité. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'argent, on parle même de disponibilité de containers. On ne trouve même plus de containers pour envoyer des marchandaises aux États-Unis. Et c'est même plus une question de coût. Pardon ? Oui, c'est même pas seulement une question de coût, en fait. Ça va au-delà de ça. C'est même plus qu'une question de coût, et c'est une question aussi parce qu'on a de gros engagements RSE aussi, donc on essaye au maximum, non pas seulement parce que ça coûte cher, parce que maintenant c'est devenu, même le bateau coûte très cher, on essaye de limiter nos envois par avion, mais c'est vrai que on a du mal. On a du mal parce que nos productions ici sont prêtes parfois depuis plusieurs semaines ou même parfois plusieurs mois, et on ne trouve pas de conteneurs pour envoyer des marchandises aux États-Unis. Donc on fait le dos rond. On a la faiblesse de penser que ce ne sera qu'un épiphénomène et que tout va entrer dans l'ordre rapidement, mais ça n'a pas l'air de se passer aussi vite que ça. Donc évidemment, ça joue sur la marge, ça joue sur les relations commerciales, et faut gérer tout ça en même temps. Voilà, donc c'était la conclusion de l'atelier sur donc la Floride comme hub logistique des Amériques. Donc j'espère que le partage d'expérience de Laurent, de Boris et d'Armand vont pouvoir aider à répondre à certaines questions que peuvent se poser des entreprises françaises, notamment d'un point de vue des réseaux de distribution, des coûts, des délais, en espérant que la situation s'améliore dans les prochains mois. On peut peut-être finir, comme on a la chance d'avoir Christelle avec nous, on peut peut-être finir par une question ou deux. Non, s'il n'y a pas de questions, Du coup, une question pour Christelle. Quel serait le niveau de difficulté pour trouver des partenaires en Floride spécialisés sur la logistique? Des 3PL. Écoutez, chez Enterprise Florida, donc nous, on accompagne les entreprises françaises. On leur remet une liste qu'on appelle des third party logistics, qui sont soit liés à Miami, soit liés sur Jacksonville, et on vous fournit une liste en fait, et on vous met en contact avec ces partenaires potentiels, et ce qui vous permet à vous de choisir la personne ou la société qui sera le plus en rapport avec votre activité, et pouvoir effectivement stockage, l'envoi, et puis même aussi s'occuper des retours. Voilà. Merci. Même en fait peut-être pour comme mot de la fin, je pense qu'au-delà de l'aspect des enjeux logistiques qu'on a abordés aujourd'hui, la Floride est un État extrêmement dynamique, avec comme le présentait au début Christelle, des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises françaises ont vraiment une valeur ajoutée et des opportunités à saisir. Puis c'est un État agréable en plus à vivre. Belle qualité de vie. Voilà, belle qualité de vie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à contacter Enterprise Florida, Rachel Reynaud également de la Chambre de commerce de Miami, et puis effectivement aller jeter un coup d'œil sur le prochain événement Miami Live 2021 qui devrait se passer en novembre. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir.